moi aussi, ça y est, je te vois. Bonjour à tous. Est-ce que, alors le chat est activé. Est-ce que les personnes qui sont présentes peuvent confirmer que vous nous voyez, vous nous entendez? Je suis avec Anaïs Lefrançois et on va se présenter dans quelques instants. Juste, j'aimerais bien avoir la confirmation que tout passe bien niveau son et image. Bonjour Marie-Pierre. Son image OK pour moi. Merci Julie. Super. Bon, bah, si c'est OK pour Julie, ça devrait. Top. Élise, merci beaucoup. Bonjour Damien. Top. Bon, mais allons-y alors. Allons-y. Alors, bienvenue Anaïs. Bonjour Merci. Betty. Hop. Alors, ce que je vous propose, un petit peu comme d'habitude, on va se présenter, Anaïs et moi, en quelques minutes et ensuite on va démarrer le sujet. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines. Merci pour vos confirmations. Merci et bonjour Gwenola aussi et Betty. Donc, le sujet, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant sur le retour après le confinement. Et là, en fait, on va rentrer encore un peu plus dans le détail avec Anaïs. On va changer l'ordre aujourd'hui. Je te laisse te présenter en premier. Ok. Moi, je pense que tout le monde commence à me connaître un petit peu. Et du coup, moi aussi, je me présenterai quand même pour ceux qui regarderaient ça Ok. aujourd'hui ou plus tard voilà, sans me connaître. Vas-y, je t'en prie. Merci Lilia. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anaïs Lefrançois. Aujourd'hui, je travaille, comme l'indique mon profil LinkedIn, au cabinet du directeur général de la police nationale en préparation à la gestion des crises. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de cette grande institution. Ce n'est pas du tout l'objet de mon propos. En revanche, si je suis là aujourd'hui pour le webinaire organisé par Lilia, c'est parce que je suis moi-même neuroatypique, détectée il n'y a pas si longtemps que ça au potentiel, peut-être avec un trouble du spectre autistique, on ne sait pas, et que je pense que la gestion de crise, qui est donc mon métier aujourd'hui, m'a attirée notamment en raison de mon propre profil et des soucis et des belles rencontres que j'ai pu croiser au cours de mon parcours professionnel comme personnel. Le maître mot d'aujourd'hui, ce sera anticiper ce retour au travail. L'anticipation, c'est une des facettes de mon métier aujourd'hui. Et il y a sans doute des clés qui peuvent vous aider, nous aider, et que vous pourriez éventuellement partager avec votre entourage professionnel, mais même aussi personnel, pour aborder du mieux possible, selon votre propre environnement, ce 11 mai et la suite. Top. Bref, clair, précis. Merci Anaïs. Salut Vanessa, merci pour ta confirmation aussi. Alors, donc moi je m'appelle Lilia Rechetniak, j'ai cofondé il y a plus de 3 ans maintenant une société qui s'appelle Ipipin, qui aujourd'hui est l'organisateur principal de ces webinaires. Donc je l'ai cofondé avec mon associé cofondateur, donc Hervé Ferraud, et aujourd'hui nous sommes plusieurs à nous occuper de notre vision initiale, qui est en fait de faciliter, favoriser et aider et rendre productive et porteuse de bien-être la collaboration entre le monde du travail et les personnes neuroatypiques. Donc en gros, moi j'avais très envie de démontrer la richesse de la neurodiversité et d'aider tout employeur que ce soit à mieux le comprendre et du coup mieux en profiter, tout en bien évidemment. Enfin, pour moi, ce qui me paraît tout à fait logique en fait, c'est que quand je dis en profiter, ça veut dire comprendre et ça veut dire en profiter d'une manière qui sera saine pour les personnes. Mais je comprends qu'en fait, ces termes-là puissent être compris différemment. Donc, je précise du coup à chaque fois que ce qui est toujours impliqué et compris dans notre accompagnement, dans notre sensibilisation et dans tout ce qu'on fait, c'est bien évidemment le respect du bien-être de la personne, des personnes, puisqu'une collaboration efficace ne peut se passer que si tout le monde en tire la meilleure valeur ajoutée. Voilà, donc en termes de services, on a de la sensibilisation, de la formation, du recrutement, de la détection de talents etc. Alors, du coup, Anaïs, moi j'ai été attirée dans ton profil par le côté gestion de crise,
par ta passion pour la neurodiversité et les neurosciences, et du coup, le lien que tu pouvais nous proposer, en fait, qui est ton spectre à toi et ton angle de vue à toi, sur ce qui se passe en ce moment. Et du coup, j'aimerais te poser cette première question. Quel est pour toi, en fait, le lien naturel que tu fais et du coup, qui débouchera ensuite sur la discussion de comment on peut, un peu ce que tu disais tout à l'heure, en fait, comment est-ce qu'on peut préparer notre retour à une vie plus ou moins normale. Alors, tout au début, quand le confinement a été décrété, moi, la première remarque que je me suis faite, c'est, mon Dieu, comment ça va se passer pour reprendre une vie normale, si tant est qu'on puisse reprendre une vie normale au sens ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Débat philosophique, ça, c'est pas ma partie. En revanche, ce dont on s'aperçoit et ce que l'on sait pour les personnes neuroatypiques, elles ont une évolution dans leur milieu professionnel qui est différente des neurotypiques, qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bien, qui est différente. Et je me suis dit, le fait d'avoir un moment de repli, alors je ne sais pas quelle est votre situation professionnelle, si vous avez continué à travailler, si vous avez dû rester à la maison pour garder les enfants, enfin, ou si vous avez fait les deux en même temps, du télétravail et garder les enfants. Mais je me suis dit que ce moment de repli imposé, notamment pour les neuroatypiques, ce serait forcément un moment de réflexion et d'émotion sur comment vais-je faire pour reprendre quand le confinement sera terminé. Est-ce que je reprends tout pareil? Est-ce que j'ai pas envie de me reconvertir? Est-ce que je n'ai pas envie de déménager? Est-ce que je change de vie personnelle? Je pense que c'est un moment ce moment de confinement vient vraiment porter une lumière sur nos modes de fonctionnement, que l'on soit neuroatypique ou pas. Et l'idée étant finalement d'avoir peut-être un peu plus de temps pour soi, et soit peut-être pour en profiter pour amorcer des réflexions, des changements, soit tout simplement pour se préparer à retourner dans le mode de vie que l'on avait adopté avant. Donc, je reprends les transports, je resocialise de nouveau 5 jours par semaine. Et donc, dans quelle mesure ça influe sur moi déjà pendant le temps du confinement et dans quelle mesure ça influera encore sur moi à l'issue du confinement. Hop, je réactive mon micro. Oula. Anaïs nous a quittés. Est-ce que les participants, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous êtes toujours là? Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que c'est Anaïs qui a eu un souci? Et si c'est moi qui ai eu un souci, il faudrait que je relance tout. Donc, est-ce que vous pourriez juste me dire dans le chat si vous m'entendez? Anaïs, a priori, est en train de nous rejoindre. Merci Vanessa. Toujours là. Ok, d'accord. Donc c'est Anaïs qui a eu un petit souci. On a perdu Anaïs. Voilà, on a retrouvé Anaïs. J'ai été déconnectée. Ouais. Alors, merci beaucoup pour vos confirmations dans le chat. Ok. Alors, du coup, en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a quand même aussi une dimension psychologique de ce. Tu t'as dit, c'est pas ton truc les réflexions philosophiques, mais j'entends quand même une dimension psychologique à tout ça, oui. À savoir, moi je parlais dans un des webinaires, je ne sais plus lequel, d'un petit exercice auquel je me suis prêtée à noter en fait sur papier, et j'ai vraiment pris des feuilles de papier différentes. Tout ce qui ne me manque pas du tout en fait pendant le confinement. Donc, par exemple, ayant des troubles du spectre autistique et détestant la foule et les moments les horaires de pointe, etc. Donc, le transport ne me manque pas du tout. Certaines situations sociales comme les cocktails de réseautage, même si c'est très utile, ça ne me manque pas parce que, voilà. Et il y a pas mal de choses, en revanche, que j'ai maintenant, dont je peux bénéficier maintenant et que j'aurais bien envie de continuer pour après. Donc, je suis en train de chercher des solutions pour voir comment est-ce que je peux les faire durer.
et d'autres choses finalement que j'aimais bien dans mon quotidien et que soit j'ai envie de retrouver, soit je peux en profiter et je peux continuer à les avoir maintenant. Enfin, peu importe, mais en tout cas, tout n'est pas complètement désespérant. Et à mon sens, ça permettait en fait de prendre conscience en fait d'une espèce de décalage entre mon rythme naturel, c'est avec dans le webinaire avec Anne Mongermont qu'on en parlait, le décalage qu'on a entre notre vie rêvée entre guillemets, notre quotidien idéal, notre rythme naturel et celui auquel on était soumis avant. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça, dans le contexte dans lequel aussi tu parlais et dans lequel tu travailles peut-être? Alors, pour moi, tu as dit une chose importante. Tu as parlé de listes, de fiches. Tiens, si je faisais un état des lieux de ce que j'ai envie de conserver, pas conserver, dans quelle mesure. Pour moi, ça, c'est une des clés pour une reprise une reprise sereine, ou en tout cas tendant vers la sérénité. Je pense que les gens qui sont aujourd'hui connectés sur ce webinaire se posent des questions sur comment reprendre et quel impact la reprise va avoir sur moi. Et donc, si ce ne sont pas des angoisses ou de l'anxiété, il y a sans doute à minima des interrogations. Donc, une sérénité qui n'est pas tout à fait présente. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne change pas les autres, mais par contre, nous, on peut travailler sur nous d'un point de vue très pratique et sur les émotions aussi. On est responsable de nos émotions. Alors, il y a une certaine mode, même si je n'aime pas ce mot, en tout cas, on entend beaucoup plus parler de yoga, de méditation. Il y a des études scientifiques qui vous expliquent tout le bénéfice de ces quelques minutes de méditation que vous allez faire ou de ces quelques minutes de yoga avec une nouvelle posture pour être au monde. Et les fiches, les mesures que toi tu t'es faites à titre personnel, ça c'est clairement quelque chose qui peut être partagé, sachant que une révolution n'est sans doute pas forcément possible ni envisageable. Très concrètement, aujourd'hui, comme toi, Lilia, moi j'ai retrouvé un certain confort à avoir changé de rythme de travail. Je n'ai pas arrêté de travailler en raison du confinement, hormis le fait que j'ai été malade 3 semaines à cause du Covid, mais depuis, on alterne je fais plus de télétravail qu'avant. J'adore. Aujourd'hui, moi, ma problématique, ma question, c'est dans quelle mesure je peux demander plus de télétravail, dans quelle mesure ça va être accepté. Mais déjà, avant de se mettre des barrières en se disant, oh là là, on va me dire non, etc., en fait, je vais faire le choix de faire cette démarche. Donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées, comme notamment la reprise de vos échanges avec vos managers, vos collaborateurs. Je ne sais pas quel est votre espace de discussion, si la parole est libre, pas libre. Si vous travaillez dans des petites équipes, dans des grosses équipes, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques. Il y a des HPI, des Asperger et autres qui sont insérés dans une vie professionnelle et qui n'en pâtissent pas du tout parce que justement, eux, ils ont appris à mieux se connaître et l'institution, l'entreprise ou l'association dans laquelle ils évoluent a appris à les connaître. Dans le dernier webinaire avec Anne Mongermont, il y a cette histoire d'espace de dialogue en fait. Aller discuter avec le manager. Donc pour moi, s'il y a une angoisse, s'il y a des questionnements en vue de cette reprise, il y a 2 aspects sur lesquels on peut tous travailler. C'est des aspects très techniques, très pratiques. Est-ce que je demande à changer mes heures de travail? Est-ce que j'achète une trottinette pour aller au travail en trottinette et pas dans le métro pour pas être avec plein de gens? Donc voilà, des trucs très concrets. Et travailler sur un aspect beaucoup plus émotionnel, psychologique, de visualisation. Anne Mongermont en parlait lors du dernier webinaire, mais là, ça peut être très concrètement une visualisation de je ferme les yeux, je fais quelques respirations. Nous sommes le lundi 11 mai, je mets mon réveil à 7 heures parce qu'il faut que je sois au travail à 9 heures. Et comment je visualise cette première journée? Je suis au fond de mon lit, j'ouvre les yeux, déjà je me dis que je me sens sereine. Je vais prendre le temps, par exemple, de me faire un petit déjeuner. J'adore prendre un petit déjeuner. Je le fais jamais le reste de la semaine, alors que j'adore faire ça le week-end. Là, je décale mon réveil un quart d'heure plus tôt
et je me visualise en train de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Et après, je me vois aller au travail dans des conditions sereines et échanger de façon apaisée, voire positive avec mes collaborateurs, parce que je suis aussi éventuellement contente de les revoir. Donc, à mon avis, ce sont ces deux pistes qu'il faut travailler, et à la fois quelque chose de très pratique. Le monde du travail, c'est pas le monde des bisounours. On évolue, à moins d'être en profession libérale, et encore, on évolue rarement seul. Et donc, c'est en commençant par changer votre environnement à vous que vous allez pouvoir échanger avec votre environnement en face. Après, il n'y a pas de miracle. On a tous nos personnalités. Des fois, le courant passe, plus ou moins bien. Vous ne serez pas toujours entendu. Mais le fait d'avoir pris des décisions pour vous à un moment est sans doute parfois plus important que le résultat, même si on aime bien que notre investissement porte ses fruits. En fait, ça me fait penser à un aspect qui est très très important et qui peut-être, je commence à en prendre conscience maintenant, peut-être que cet aspect-là va jouer un très grand rôle dans ce déconfinement qui nous pend au nez. Tout à l'heure, je lisais sur Facebook dans un groupe sur l'autisme quelqu'un qui disait comment faire pour être pour apprécier la vie ou pour aimer la vie ou pour être heureux. Je ne sais plus exactement comment c'était formulé. Et il y avait plein de réponses qui disaient fais du yoga, fais de la méditation, carpe diem, arrête de réfléchir, arrête de te prendre la tête. Et en fait, moi, C'est ce qui facile. m'a épaté, en fait, c'est que ouais, non, mais voilà. En fait, c'était et attention, je vais retourner sur le bienfait de ces choses-là, hein, bien évidemment, parce que je ne peux pas nier les bienfaits de la méditation, parce que j'en fais beaucoup, et du yoga aussi. Mais c'est juste pour faire un tour, en fait, enfin, un tour complet sur nous-mêmes. Déjà, j'étais épatée, pas forcément que positivement, que ce genre de conseil puisse être donné dans un groupe spécialisé pour l'autisme, parce qu'on sait très bien qu'en fait, tu dis à un autiste carpe diem, et l'autiste va répondre, Et, et moi la première, mais va te faire voir mais en fait. Parce que carpe diem, c'est trop facile. Sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui, j'avais posté la vidéo là sur la petite capsule vidéo sur une question que quelqu'un avait posée dans un webinaire. Oui, mais moi je vis bien le déconfinement. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète puisque je le vis bien? Et bon, c'est typiquement une non, question de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense tout le temps, qui se pose plein de questions, comme beaucoup de personnes ici présentes. Et il y a quelqu'un qui répond à un commentaire, vous vous posez trop de questions, il faut juste profiter de l'instant présent. J'ai pas répondu parce que je me suis dit, bon d'accord, il doit pas du tout être le genre de personne à se poser des questions. Mais bref, où je veux en venir avec ça, c'est que on lit plein de choses actuellement, alors, habituellement déjà, et puis actuellement peut-être encore plus, sur toutes ces démarches très positives, très pensées positives qu'on peut entamer pour aller mieux. Mais je pense que ce qui est super important, et je sais que pour moi ça joue un rôle énorme, c'est que si je ne posais pas par écrit tout ce que je n'aime pas, tout ce qui me déprime, tout ce qui me fait peur, toutes mes émotions négatives, tout ce qui en fait est noir en moi, en fait, je ne pourrais pas regarder tout ce qu'il y a de bien. Parce que pour moi, dans ma façon de fonctionner, ça revient à le nier quelque part. Et finalement, on n'est pas si nombreux que ça dans la vie, dans le monde en général, à pouvoir tout de suite se défocaliser de ce qui nous dérange et hop, passer à la lumière. Enfin, littéralement, la fenêtre est derrière moi, là, enfin à ma gauche. On n'a pas toujours la capacité de le faire. On a l'impression, en fait, de faire une espèce de bypass, de fuir ou de se détourner de ce qui ne va pas. Et c'est quand même très important. Donc, je suis 1000 fois d'accord avec cette visualisation que tu dis, et je pense que ce qui sera très important pour nous tous, en fait, c'est aussi de constater, OK, quand j'imagine mon retour au travail, qu'est-ce qui me fait peur, là, en fait, concrètement? Quels sont les aspects qui me dérangent, qui m'inquiètent, qui me dépriment, qui me font peur, et que je les note. Il faut que je les note, il faut que j'en sois consciente, que j'arrive à les regarder en face, en fait. alors l'écriture, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai commencé à avoir mon journal comme je pense d'autres petites filles. Voilà, alors que j'avais peut-être 5, 6, 7 ans. J'ai eu des périodes de ma vie où j'ai beaucoup écrit, des périodes où j'ai beaucoup moins écrit, mais je me balade toujours quand même avec un cahier. Euh, c'est pour ça que pour moi, il est important de bien se connaître. L'écriture, moi, ça me parle.
ça parlera peut-être pas à certaines ou à aucune des personnes qui nous regardent. En revanche, ça part de l'idée de bien se connaître, hein. Encore un truc bateau, oui, respirer, tout ça, vous vous sentirez mieux. Ouais, mais alors bien se connaître, franchement, ça change la vie. Si vous savez par exemple que vous, pour vous détendre, ou justement pour faire sortir ce noir, bah, c'est écrire 1 heure, faites-le. Si c'est aller courir 1 heure, faites-le. Peut-être que ça va être cuisiner, tout simplement. On ne se rend pas compte à quel point parfois des choses du quotidien nous apportent beaucoup. Ça peut être aussi la régularité de ces choses. Le sport, pour moi, contribue à mon équilibre parce que j'en fais régulièrement. Pas forcément beaucoup, là, ou dans des proportions de dingue, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça pour être euh, apaisée. Et donc, après, j'ai choisi de mettre en place certaines routines et d'adapter mon quotidien et ma vie en fonction de cet objectif-là. Euh, la visualisation, pour revenir dessus, pareil, hein, ça a été, en fait, au départ, ça a été utilisé dans le milieu sportif Mm, euh, tout à fait. pour se préparer à des compétitions. Donc, vous avez plein d'aides d'auto-hypnose, de méditation guidée, de visualisation sur YouTube et autres. Je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout psychologue ou formée. Voilà. Là, je ne fais que partager des choses que j'ai moi-même essayées sur moi ou sur lesquelles j'ai pu bouquiner et autres. Euh, donc, après, je pense que aujourd'hui, ça me faisait sourire la personne qui te disait oui, mais moi, je suis pas inquiet du déconfinement, ça me pose pas de soucis. Euh, je pense que si j'avais vécu cette situation quelques années en arrière, euh, ce que j'ai aujourd'hui comme question aurait été des angoisses. Mm. Parce qu'aujourd'hui, j'ose peut-être plus faire de choses. Alors, je me balade pas avec une pancarte, oui, HPI, machin, et puis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je grandis et j'apprends aussi euh, à, à demander les choses ou à faire supposer, enfin voilà, des choses, faire passer des messages sans avoir ce placard, mais quand même toujours entre guillemets dans mon intérêt. Euh, il y a un moment où l'être humain, il a l'habitude de cicatriser tout seul, mais quand ça devient trop compliqué, il va voir un médecin. Alors, je ne vais pas faire du prosélytisme pour aller voir un psychiatre ou autre. Moi, je reste convaincue que, neuroatypique ou pas, quand vous traversez des difficultés dans votre vie, une aide, quelle qu'elle soit, alors peut-être que finalement, vous chercherez par vous-même et ce sera de l'art-thérapie, ou ce sera vous mettre beaucoup au sport, ou vous inscrire à l'école du Louvre le soir, mais trouver une aide intérieure ou extérieure pour sortir de ces mécanismes d'angoisse qui sont souvent très ancrés chez les neuroatypiques. Et l'être humain est quand même si bien fait qu'il fonctionne beaucoup par mécanisme. Et donc pour sortir de nos propres schémas, c'est hyper compliqué. La période actuelle, en revanche, nous force Ouais. à sortir de nos schémas. Et il faut savoir que crise en mandarin, ce sont 2 idéogrammes. L'un signifie danger, l'autre signifie opportunité. Oui, c'est la À troisième fois que condition, j'entends ça en une semaine et à chaque fois je me dis il faut absolument que je me le note. Merci Anaïs. Non, c'est vrai, c'est fabuleux, je trouve ça beau. donc voilà, à condition, mais c'est comme toute expérience humaine, à condition de se donner les moyens, se donner les moyens de la valoriser. En fait, si vous ne retirez aucune leçon des événements que vous vivez ou qu'un souvenir, vous repartirez toujours de zéro. Euh, voilà, pour moi aujourd'hui, s'il y avait peut-être un des messages que j'aimerais véhiculer, c'est se donner le temps de se connaître soi-même et se donner le droit de se connaître soi-même pour pouvoir euh, s'autoriser des choses ou demander des choses en vue du 11 mai. Donc, ok, bah moi je sais que avant j'avais un jour de télétravail par semaine, et bah là j'en fais 3, et bah ça me convient bien, et bah je vais peut-être aller voir mon manager et lui dire est-ce qu'il n'y a pas moyen voilà, ça roule, tu as vu, j'ai traité mes dossiers, ou est-ce que je peux pas travailler en horaire décalé pour éviter mes transports et finalement, l'être humain peut souvent être surprenant dans le sens positif du terme. C'est Donc, vrai.
Alors, Faut tenter. faut tenter. Alors, en fait, pour moi, la plus grosse, et j'ai reçu une question. Alors, elle m'a été envoyée en privé, et je vais y répondre. Donc, c'est juste là, c'était juste la petite parenthèse pour dire à la personne, j'ai bien vu et je vais y répondre. Sans vous nommer, puisqu'elle a été envoyée en privé, donc je vais respecter l'anonymat, mais je vais la lire et puis je vais y répondre. Mais avant ça, en fait, depuis le début qu'on parle de ce sujet, alors pas seulement le début de ce webinaire, mais aussi le début de tous les webinaires que j'ai faits et que j'ai entendus, et puis les discussions autour de la crise, etc. En fait, ce qui me paraît, et puis les questions des gens surtout, et c'est cette question-là qui m'est fait penser aussi, euh, ce que je constate, c'est qu'il y a une opportunité et une invitation, et du coup, pour moi, ça me paraît d'être je vais y arriver, importance capitale, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Parce que, donc là, je vais en profiter, je vais lire la question. Donc, je suis en télétravail depuis le début du confinement. La communication n'étant pas réussie au maximum dans mon administration, j'ai le sentiment de ne plus faire partie de l'organisation. Oui. J'appréhende le retour, mon manque de motivation. Comment faire pour que l'impact soit minime sur le moral? Alors, il y a différents niveaux de réponse, en fait. Alors, du coup, pour compléter, j'ai fait une demande de mutation, mais dans ma tête, je suis déjà partie. Voilà. Alors, merci pour Plusieurs choses. il y a vraiment plusieurs choses. Et pour moi, le premier niveau auquel j'ai envie d'aborder cette question, mais également toutes les questions, et finalement, ça colle avec ce que tu dis, Anaïs, depuis le début, c'est arriver à se poser les bonnes questions, non pas seulement sur les petites actions que je peux faire, puisque là, la personne est en télétravail depuis le début, mais finalement, elle appréhende le retour, puisque en fait, il y a d'autres choses qui ne vont pas. Et si je lis entre les lignes, je comprends qu'en fait, ces choses-là, enfin, parmi les choses qui n'allaient pas, il y en avait déjà qui n'allaient pas avant même la crise et avant même le confinement. Donc, se poser les bonnes questions. Et là, je vous invite à revoir les webinaires qu'on a fait avec Ludovic Milécan et avec Jean-François Dallégo aussi, dans lesquels on parlait de. Je vais reposter le lien de la page avec tous les replays et tous les sujets. Donc, dans ces webinaires-là, on parlait de l'importance de se mettre au clair avec ce qu'on veut dans notre environnement professionnel et les raisons qui nous poussent à rester, les raisons qui nous poussent à partir et éventuellement ne pas hésiter à partir. Donc là, vous avez fait une demande de mutation. C'est très, très bien. Voilà, dans votre tête, vous êtes déjà parti. Ce que je peux comprendre aussi, moi, je fonctionne comme ça quand j'avais compris qu'il y avait un truc, trop de choses qui n'allaient pas, j'étais déjà partie dans la tête, donc je n'avais plus aucune capacité d'implication dans le travail. C'est clair. Donc, à voir effectivement comment vous pouvez continuer à travailler ne serait-ce qu'un peu et comment ça peut se passer. Mais un aspect très important aussi, c'est, tu l'as mentionné Anaïs au début, je crois, on ne pourra pas tout changer d'un coup. On ne pourra pas faire une révolution d'un seul coup. Tout ne va pas changer, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de notre employeur ou à l'échelle de notre société en tant que telle. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a des choses qui prendront du temps et que même avec les meilleurs conseils du monde et avec la plus grosse crise du monde et avec les mesures les plus radicales au monde, tout ne va pas changer d'un coup. Donc pour moi, ces bonnes questions et cette importance de se connaître, apprendre à se connaître, continuer à apprendre à se connaître tout le temps, c'est important et éventuellement entamer des changements parce que je prends mon cas personnel. Il y a des changements que je suis en capacité du point de vue de la disponibilité d'esprit et du temps disponible aussi. Et également, les idées justement, juste que j'arrive à avoir parce que il y a plus de disponibilité d'esprit, des changements que j'avais envie d'opérer depuis longtemps et que je vais commencer à opérer maintenant en fait. Et puis aussi d'autres prises de conscience, comme par exemple, je postais sur les réseaux sociaux privés les cookies, les fabuleux cookies que j'ai fait hier, qui sont les premiers cookies de ma vie à tomber par terre, mais ils sont délicieux. Et en fait, je les faisais tout en discutant avec des contacts pro au téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte que
le fait de faire quelque chose physiquement, avec mes mains, avec le corps, ça peut être la cuisine, mais ça peut être quoi que ce soit. Enfin, ça peut être du jardinage. En fait, ça me permet de me concentrer 3 fois plus que si j'étais juste devant mon ordi, à m'obliger à rester immobile. Voilà. Et c'est un peu ce que j'explique à certains parents ou à certains profs parfois en leur disant, mais s'il y a un enfant qui bouge et qui ne peut pas vous regarder, ne l'obligez pas à rester immobile, à vous regarder dans les yeux, parce que peut-être que toute sa concentration sera utilisée pour arriver à se concentrer et à rester immobile. Voilà, en fait, on peut peut-être se découvrir certaines choses, et toutes les situations de manque de motivation, comme cette personne partageait avec moi en privé, le manque de motivation a toujours une raison. Ça ne veut pas dire qu'avec un regard différent ou un petit coup de pied au cul, ça ne peut pas changer, ou que ça ne peut pas être utile. Mais pour moi, c'est comme une alarme qui commence à sonner dans une maison en feu. On ne peut pas juste éteindre l'alarme. Et je pense que c'est hyper important, et ce n'est pas du tout un truc perché, superficiel, idéaliste, utopiste, que de se dire il faut que je fasse attention à ce que je ressens quand je pense à mon travail, à ma situation de travail, à mon chef, à mes collègues, à mon retour, etc. Ce n'est pas du luxe. En ce moment, c'est pas un luxe du tout. C'est une opportunité qui nous est offerte et qui peut déboucher sur des actions concrètes dont tu parlais, Anaïs. Je voudrais revenir sur l'aspect transition que cette personne en fait soulève dans le cadre de son message. Donc, elle est quelque part, elle a demandé à aller quelque part, mais elle ne sait pas, si j'ai bien compris, si elle va aller dans cette autre quelque part, dans cette autre part. Donc, forcément, ce qui pouvait constituer son quotidien jusqu'à maintenant avec je vis à tel endroit, je sais que je travaille à tel endroit, là, il y a un moment, elle se met en danger. Elle sort de sa zone de confort pour des raisons qu'elle n'expose pas. En tout cas, elle demande à changer de travail. Une transition, ça se fait rarement du jour au lendemain, pardon, et c'est normal que ce soit inconfortable, même quand c'est de son propre fait. Souvent, on culpabilise de se sentir mal ou de se poser des questions alors qu'on a initié les choses. Il faut arrêter avec la culpabilité. Elle parlait, je crois, de l'administration. Pour connaître une petite partie de l'administration, voilà, en général, vous allez demander une mutation à un jour J et en fait, vous aurez la réponse 3 mois plus tard. Et bien, en effet, pendant ce temps-là, il faut trouver un positionnement qui vous permette à la fois de garder en ligne de mire cet objectif et en même temps de vivre votre quotidien, parce que le quotidien reste cette situation professionnelle-ci. Et donc, j'ai une question, en fait, j'ai une interrogation qui me vient, parce que, comme tu disais, Lilia, il y a plusieurs niveaux de lecture. En fait, avant le confinement, pardon, elle avait enclenché une démarche pour s'en aller. Donc, et elle dit, je ne suis plus là. Pour autant, elle angoisse ou elle se pose des questions dans ses rapports sociaux et professionnels quand elle va reprendre. Alors qu'on pourrait se dire, non mais attendez, vous avez demandé à partir, donc tout ça, ça peut vous passer au-dessus. Bon, déjà, tout n'est pas si simple, et tant mieux. Voilà, on reste quand même des êtres humains. En revanche, moi, ce que je trouve intéressant, c'est est-ce que cette personne s'est demandé pourquoi elle avait ces interrogations, cette crainte, cette angoisse, alors que finalement, elle se dit être déjà partie, en tout cas dans sa tête. Et à partir du moment où cette question, elle sera remise en perspective, peut-être qu'elle va se dire, bah, en fait, finalement, ça cache, par exemple, le fait que je veux quitter mon travail, mais il y a quand même certains aspects qui me plaisent. Et donc, ces aspects, je sais que je les perdrai en changeant de travail. Et aujourd'hui, la rupture due au confinement m'a fait toucher du doigt ça. Ou alors, et ça aussi, le cerveau nous joue parfois des tours, le cerveau, c'est 60 000 pensées par jour, dont 48 000 qui sont négatives. Et en fait, voilà. Et en fait, Anne Mongeron parlait de la structure du cerveau avec le cerveau reptilien. Au départ, on est constitué pour survivre. Et donc, les évolutions ont fait qu'aujourd'hui, on est quand même de moins en moins dans la survie.
pour beaucoup d'entre nous, pas tous malheureusement. Et donc, on a un cerveau qui est beaucoup plus ouvert aux pensées négatives, aux références négatives, aux images négatives. On les capte beaucoup plus, on les garde beaucoup plus. Et donc, on a toujours cette espèce de fond d'écran intérieur qui sera en général plus noir que blanc. Est-ce que son cerveau là ne lui joue pas un tour en lui créant quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Ah bah, déjà, j'ai envie de proposer à la personne Sans concernée jugement de aucun, hein. réfléchir. Bien évidemment, alors je vais du coup abonder dans le sens de sans jugement aucun, puisque je me rends compte tous les jours. Bon, moi, je suis depuis que je suis toute petite dans une démarche de recherche de qui je suis, pourquoi, etc. Mais vraiment toute petite, hein, parce que je me rappelle mon jeu préféré quand j'avais 5 ans. 3 ans même, c'était de me dire je vais me mettre sous la table de salon et partir aller explorer, imaginer que c'était un vaisseau spatial et d'explorer l'univers, parce que ici finalement bon il y a des trucs qui vont pas quoi, c'est pas logique ce que les adultes font, donc bon. Et puis un petit peu plus tard j'ai débouché sur le développement personnel, donc en fait finalement et je suis très loin d'être la seule d'être comme ça, et heureusement, parce que on peut en discuter avec plein de gens. Il y a une recherche de permanente, et il faut faire attention aussi qu'elle ne devienne pas délétère et épuisante, mais de soi, d'une meilleure connaissance de soi, etc. Et je me rends compte et je prends conscience de la puissance du processus, à quel point on est dans des paradigmes qui ne représentent pas la réalité. Et du coup, ce que tu dis, ça me paraît très, très important, parce qu'effectivement, le cerveau nous joue des tours. Une croyance peut nous jouer des tours. Une habitude de penser ou de réfléchir ou de voir les choses ou de se sentir peut nous jouer des tours. Et quand on s'ouvre au fait que ça puisse être différent de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, ben en fait, on se rend compte que c'est un autre monde, que vraiment on ne voyait pas les choses comme elles sont. Et une autre suggestion, alors avant ça, je vais quand même lire les remarques de la personne. Donc, elle dit le sentiment de ne pas être utile à l'organisation. Mmh. Plusieurs collègues et moi n'avons pas de nouvelles de l'organisation et avons l'impression de ne servir à rien. Effectivement, c'est pas. Alors Anne, dans ses webinaires, tous les webinaires qu'elle a fait, que ce soit avec moi la semaine dernière ou d'autres, elle souligne vraiment l'importance pour les managers d'être encore En plus lien. bienveillants, Oui. en lien, d'être en lien, d'envoyer de la reconnaissance à leurs équipes en disant mais c'est bien ce que vous avez fait. Donc effectivement, quand on n'a aucun feedback, je pense que c'est compliqué, qui qu'on soit en fait. Hein, c'est déjà. Alors je sais plus, il y avait eu des recherches sur sur le Rubik's Cube, et il disait que si une personne aveugle, on lui donne un Rubik's Cube et on lui dit là, tu viens de faire un geste dans la bonne direction. En moins d'une minute, il peut le finir, D'accord. en fait. Alors que si on lui donne aucun feedback, ben, ça peut être à l'infini. Ben là, c'est pareil. C'est un petit peu pareil, sauf qu'en plus, c'est complètement déprimant. Elle rajoute, je suis en recherche de sens dans mon travail, oui, comme c'est logique. Le confinement m'a permis de réfléchir à mes valeurs, et c'est pendant le confinement que j'ai demandé ma mutation. Bah super, c'est une super démarche, c'est une démarche euh, proactive par rapport à la date du déconfinement, et je pense que c'est effectivement bravo. Et pour autant, l'anticipation, comme tu disais Anaïs aussi, l'anticipation de savoir maintenir la motivation et le coup que ça peut mettre au moral. En effet, ça peut aussi être je sais, enfin voilà, je ne veux pas faire de transfert sur qui que ce soit, mais je sais que moi, dans mon ancien travail, quand j'ai posé ma dème et que je savais très bien que dans ma tête j'étais déjà partie, mais il me restait 3 mois. Bon, pour autant, j'étais pas du tout obligée de. Il y a plein de personnes qui à ma place n'auraient pas du tout cherché à faire de la qualité, hein, dans mon cas. Clairement. J'avais quand même besoin de reconnaissance en fait, qui n'avait Voilà, rien à voir. comme on reste quand même des animaux sociaux, très rares sont les gens qui vivent de façon ermite totale. C'est toujours pareil, c'est mes valeurs,
celle des autres, celle du système par exemple dans lequel j'évolue, la sauce qui m'embauche, la PME ou la multinationale avec 150 000 personnes à travers le monde. Euh, les choix que je fais, les objectifs que je me fixe. Euh, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai beaucoup travaillé. Euh, les périodes plus récentes où j'ai beaucoup travaillé, je savais pourquoi je le faisais, ce qui n'était pas forcément le cas quelques années auparavant. Alors qu'on va dire en termes de volume, on était sur le même quota horaire, avec les mêmes incidences sur la vie personnelle, par exemple, moins de temps pour soi, pour faire du sport, etc. Mais j'ai quand même mieux vécu les dernières périodes où je m'investissais pourtant tout autant, voire plus. Mais parce que, au fond de moi, je savais pourquoi je le faisais. Et tu rementionnais l'anticipation, là, on attend tous quand même plus ou moins la 15 heures. prise de parole et les indications voilà, du gouvernement français. Euh, L'anticipation, ce serait ce qu'on appellerait par exemple un plan de reprise d'activité. Et ben en fait, ça, c'est des choses qui existent pour que les structures continuent de fonctionner. On l'a vu hein, d'ailleurs, cette volonté de réouvrir, de relancer certaines branches professionnelles en se disant c'est pas possible, elles ne peuvent pas être à l'arrêt comme ça pendant des semaines, des mois. Mais en fait, c'est sans doute aussi un sujet sur lequel chacun peut bosser son propre plan de reprise en vue du 11 mai. Alors là, on est 15 jours avant. Ça aurait pu être commencé avant, mais il n'est jamais trop tard. Et puis, ça ne veut pas forcément dire sortir l'artillerie lourde. Hein. Ça peut juste être s'engager vis-à-vis de soi-même, par exemple, de faire 1 heure de dessin le week-end parce que je me suis rendu compte que pendant le confinement, j'avais pris ce temps-là et que ça me faisait du bien. Déjà, ça vous donne aussi des objectifs. Rares sont les êtres humains qui arrivent à avancer sans objectif. Pour ma part, je trouve que ne pas avancer, c'est déjà reculer. Donc, forcément, voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre entre se faire une to-do list qui va vous faire 4 copies doubles, le truc qui est intenable et qui va vous mettre une pression de dingue, et faire des choses aussi à la mesure de ce qu'on est capable d'absorber à ce moment-là. Le cerveau a besoin d'environ 3-4 semaines pour intégrer un changement d'habitude. C'est pas énorme, mais ça peut quand même avoir. Enfin, c'est quand même une durée qui peut avoir un certain impact. Je pense à quelqu'un qui est en train d'essayer d'arrêter de fumer, qui était à un paquet par jour et qui, sur les 4 premières semaines, ne fume plus rien du tout. Je pense que les 4 premières semaines, ça va être compliqué. Mais voilà, il faut se Pareil pour dire, le voilà, chocolat. 3 semaines pour amorcer un changement. Voilà. Mm. Et Oui. voilà, se donner ce temps. Et Anaïs, alors avant de te poser ma question, il y avait 2 commentaires, un de Élise qui dit j'observe que les demandes de télétravail remettent en question beaucoup de managers, notamment leur ego, le rapport au pouvoir sur les autres et Oui, finalement la question de la confiance. Tout à fait. oui, Malgré toutes les études dans plein de pays au monde qui démontrent que le télétravail en fait est très efficace et qu'une certaine dose de télétravail peut être beaucoup plus efficace qu'une présence obligée au bureau, bah effectivement, alors l'ego de certains managers, pas tous bien sûr, mais de certains managers empêche, alors pas seulement ça, mais en fait beaucoup de choses. Et je pense que c'est pour ça que je m'adresse, et d'ailleurs il y a un webinaire qui est prévu spécifiquement pour les managers, pas en rapport avec la crise, mais en général. Mais bon, il y en aura d'autres. De toute façon, on est en train de prévoir un plan pour après. Et effectivement, il y aura de la remise en question nécessaire. Donc, je suis complètement d'accord. Et puis Damien qui dit, je soupçonne ce Covid-19 d'avoir été dans une vie antérieure un véritable carbone 14, car il s'avère être un véritable révélateur, tant dans la sphère personnelle que dans celle professionnelle. oui. Il y a énormément de philosophes, sociologues, scientifiques qui parlent de ce côté remise en question, changement, et oui, vraiment. La question que j'ai envie de te poser, Anaïs, c'est dans ton sans nous parler vraiment de, comme tu disais, de ce que tu fais Ouais. à la police nationale, etc. Quand tu travailles sur la préparation à la
crise ou aux crises, parce que finalement une crise, enfin, dans une certaine mesure, on ne peut rien prévoir, quoi. Dans une certaine mesure, il y a des choses qu'on C'est le peut, on principe. peut caper. Voilà. Il y a des choses qui vont complètement nous surprendre. Donc, quels sont, si on pouvait transposer quelques éléments, en fait, de préparation à une situation de crise, quels sont les éléments qui peuvent nous servir, en fait, à nous, non policiers et des personnes qui ne s'occupent pas nécessairement de la santé et sécurité des autres concitoyens. Euh, pour s'aider soi à traverser ça, c'est ça? Oui, en fait, si on ne peut pas prévoir, je me dis, alors c'est complètement au hasard que je dis ce que je vais dire maintenant, mais si par exemple on dit pour être bien prêt à à une crise, même s'il y a plein d'éléments qui vont complètement nous surprendre, psychologiquement, il faut être prêt à agir de telle manière, à arrêter d'agir de telle autre manière ou à préparer tel ou tel aspect. Voilà, quels sont ces aspects-là qui pourraient nous être utiles en fait? Bah déjà, même si le principe d'une crise, c'est en tout cas pour le moment où elle survient d'être imprévue, ça va être quand même de tenter de s'organiser un minimum. Quand vous partez un mois en vacances et que vous avez, enfin que vous délocalisez la moitié de votre maison pour partir à X milliers de kilomètres pour un mois, vous vous organisez et vous allez faire des listes. Vous allez vous dire il va me falloir ci, il va me falloir ça, parce qu'en plus, selon telle activité, il faut que je mette ça dans mon coffre, etc. Euh, D'où, je pense, l'intérêt un peu peut-être des routines, ou en tout cas de savoir ce qui nous fait du bien dans les moments où l'angoisse se fait sentir. Euh, donc, ça peut être déjà comme un genre de planification. Voilà, on n'a pas tous les mêmes rythmes de vie. Mais peut-être que tout au début, il y a eu pas mal de psychologues qui ont pris la parole sur le confinement et ses effets. Et beaucoup disaient, gardez une routine. Donnez-vous, alors si vous avez l'habitude de faire du sport, bah, essayez de vous garder 1 heure dans votre appartement ou dans votre jardin pour en faire. Si vous devez travailler, bah, essayez de faire ça à heure fixe. Euh, donc voilà, se planifier, s'organiser, garder une routine. Bon, ensuite, tout ce qu'on peut voir en gestion de crise d'un point de vue, on va dire, institutionnel, n'est sans doute pas transposable à titre individuel, personnel. On parlait d'expérience tout à l'heure. Le monde du privé comme le monde du public font des retours d'expérience, des rétex ou des REX. Alors voilà, je ne vous dis pas de vous faire pareil, hein, une double copie de les avantages et les inconvénients du confinement, mais c'est ce travail finalement d'introspection et d'en tirer les leçons. Parce qu'en fait, l'introspection, c'est bien, mais si vous n'en restez qu'au constat, vous n'en tirerez qu'une partie de la substantifique moelle de cette crise. Donc l'intérêt étant pour vous, alors je veux pas, mon propos n'est pas du tout d'intellectualiser ce qui peut tous nous arriver, enfin ce qui nous arrive à tous là en ce moment, et de faire un genre de cahier des charges. Mais voilà, l'introspection peut, bah, si à un moment le constat c'est je me rends compte que bah, je préfère télétravailler, bah, mon axe d'amélioration, enfin ce que je vais mettre en œuvre, ça va être prendre contact avec mes collaborateurs et voir pour faire plus de télétravail. Ou à l'inverse, je repense à la personne qui t'a écrit en privé, qui s'est rendu compte que le contact social était rompu. Alors, en tant que placé sous les ordres d'un manager, si j'ai bien compris, sans doute que ce manager a une part de responsabilité, parce qu'il y a quand même eu des communications pour que les gens, justement, qui sont en rupture de lien social professionnel, qu'il y ait quand même des coups de fil, des mails qui soient faits vivement, ce n'est pas le cas. En revanche, le retour d'expérience de cette personne, ça pourrait être, bah moi, quand je trouve que le lien social il est coupé alors il ne devrait pas l'être, bah, je prends mon téléphone ou j'écris à mon manager, peut-être. Et pas juste rester dans ah bah oui, mais je n'ai plus de contact social avec mon environnement professionnel. Ou une des pistes, ça pourrait être je prends contact auprès de mes autres collègues pour savoir si je suis la seule dans ce cas, pour un petit peu comprendre où je me situe. Et puis après, eh ben, peut-être qu'il ne faut pas hésiter. Alors, il y a toute
comment dire, toute la dynamique scandinave du hygge, je crois, être bien chez soi. Et donc, peut-être qu'à un moment, bah, au lieu d'acheter un nouveau pantalon, bah, peut-être que c'est une armada de bouquins que je vais m'acheter ou une super lampe pour lire de façon confortable parce que sans vanter le côté matérialiste de la société, mais moi je me suis rendu compte que ça me faisait plus plaisir de m'acheter une nouvelle paire de chaussures de sport parce que j'aime aller courir et que je me dis que c'est important que je fasse ça avec du bon matériel pour me préserver, que de m'acheter une nouvelle robe. Donc voilà, ça va être s'organiser. Euh, une fois qu'on a constaté des choses, aller au bout, prendre des décisions, en tirer des leçons. Et puis bah, peut-être matériellement aussi avoir sans pareil, sans préjuger du rapport qu'on a tous à l'argent, de nos moyens aussi et de nos trains de vie, bah peut-être qu'en fait, à un moment, ça va plus faire plaisir d'acheter d'acheter des bouquins, voilà, que des fringues. Moi, j'ai le souvenir d'une copine qui est en reconversion il y a quelques années, qui a une perte de salaire importante. Et donc, elle a choisi, elle a dû faire des choix. Euh, Notamment donc dans son train de vie, des achats qu'elle faisait, qu'elle ne faisait plus. Mais elle m'avait dit, il y a un truc où je me suis dit que j'étais nos limites, c'est l'achat de livres. Parce que voilà, elle l'a identifié comme un besoin hyper important. Donc voilà, peut-être que se préparer, c'est se faire une routine et se dire que eh ben, le premier week-end du déconfinement, même si on ne sait pas encore nos transports fonctionneront et comment on peut bouger, bah, peut-être que finalement ma priorité, ce sera peut-être de me donner les moyens d'aller voir l'océan, parce que l'océan me fait du bien. Alors, c'est assez rigolo que tu parles du concept d'être bien chez soi, puisque pour la petite anecdote, en fait, moi, je me suis retrouvée confinée, alors avec plaisir, hein, mais dans un appartement qui n'est pas le mien et un peu. Peut-être qu'un jour j'écrirai un truc là-dessus, puisque c'est quand même, enfin, concrètement, mon cas, il est quand même assez folklorique, comme mon père m'a dit, j'ai un alignement des planètes. Mais ah non, mais c'est vrai en plus. Et bref, et donc du coup, l'appartement dans lequel je me suis retrouvée, et il me correspond pas du tout en termes de Ouais, déco. Et le but c'est pas de rester dans cet appartement-là non plus, mais je me suis retrouvée en fait, alors moi autiste, dans un lieu que je ne connais pas. Avec à la base que j'avais prévu 15 jours de fringues, de vêtements, et aucun repère, ouais, aucune accroche habituelle, en fait, rien. J'ai été balancée dans un environnement et bref, et du coup, les premières choses que j'ai faites et qui m'ont fait un bien fou, qui ont vraiment apporté beaucoup d'apaisement, c'est en fait, bon, de nettoyer certaines choses dans l'appart, de réarranger certaines choses pour me l'approprier. Et aussi d'aller acheter de la nourriture que j'ai l'habitude de manger. ouais, Parce que j'avais besoin, en fait, d'avoir des repères. Et je me demande, en fait, que ça soit, enfin, pour quelques changements que ce soit, le confinement ou le déconfinement qui arrive, comment est-ce qu'on peut en fait, en allant en fait quelque part dans la gueule du loup, sans connaître sans le détail de ce qui nous attend, etc. Que ce soit la routine dont tu parles ou certaines habitudes qu'on sait qu'on pourra garder, euh, je pense qu'effectivement, je n'y avais pas du tout réfléchi comme ça avant. Donc, merci beaucoup, Anaïs. Mais du coup, je me dis, en fait, c'est un élément clé dans une période de transition où il y a énormément d'éléments inconnus. Et ouais, c'est, en fait, et je disais justement bah, à la personne avec qui je vis, je dis, mais tu te rends pas compte à quel point le fait d'avoir retrouvé mon fromage et mon yaourt c'est me hyper fait du important. bien, quoi. Et il a rigolé et je dis, mais c'est énorme en fait, c'est rien du tout, mais à la fois c'est vraiment. Ouais, Et alors pour la petite histoire, alors on avait fait un webinaire aussi il y a quelque temps au début du confinement sur comment est-ce que les neuroatypiques peuvent apporter des choses dont tout le monde pourra s'inspirer.
On va en refaire un, et je dis ça parce que je vois qu'il est déjà 13h25. Il n'y a pas trop de questions, commentaires, donc n'hésitez pas. C'est vraiment le moment si vous avez des commentaires, remarques, partage d'expérience, questions. Et voilà, du coup, en attendant, donc en fait, mercredi prochain, il n'est pas encore au programme celui-là, mais je vais le mettre bientôt en ligne. On va faire un webinaire avec un de nos partenaires qui s'appelle François-Noël Tissot, qui est spécialiste de la résilience d'organisation. Et en fait, on va faire un webinaire sur comment est-ce que les organisations peuvent apprendre la résilience des personnes au profil neuroatypique. Je pense que ça peut être tout à fait passionnant. Je ne sais pas si ce sont les notions qui te parlent, Anaïs, dans la gestion de crise, etc. Mais je pense que ça peut être super intéressant. Pour info, ça sera mercredi prochain à 17h. On change aussi les horaires. Je vais le poster bientôt, mais effectivement, je pense que toi, tu parlais d'anticipation. Anticipation et aussi la résilience sur ce qu'on n'aura pas anticipé, peut-être. Et sur ce qu'on aura anticipé, parce qu'on dit souvent en gestion de crise que le premier truc qui tombe, le premier truc dans lequel on se plonge, c'est le plan, parce qu'on se dit que le plan va nous aider. Hein. Mais on dit souvent aussi que le premier truc qui tombe, c'est le plan. Ah oui. Donc. D'accord. Oui, en fait, il faut garder une espèce de souplesse. C'est rassurant et structurant de faire un plan. Il faut. C'est ça. Mais il faut avoir la capacité de passer au-delà, de le changer au moindre virage inattendu. Quoi. Sans s'oublier, voilà, sans se nier, sans nier, par exemple, les règles de l'organisation. Donc, c'est un exercice qui, intellectuellement, est absolument génial, quoi. Oui. La souplesse. Et d'ailleurs, en fait, voilà, il y a un truc auquel je pensais tout à l'heure quand tu parlais des routines. J'ai lu, alors c'est pas, bon, moi je l'ai pas lu dans un ouvrage scientifique, mais c'était plutôt un business coach américain qui en parlait. Mais je pense que bon, ça peut avoir autant de valeur. Il faudrait juste trouver si ça a des appuis scientifiques pour ceux qui en ont besoin. Il disait en fait que quand on développe une discipline dans notre vie, et idéalement utile, hein, là on parle pas des habitudes de quelconque de manger ses céréales le matin ou de fumer ou voilà, mais là c'est vraiment une discipline qui est porteuse pour notre bien-être, pour voilà. Quand on en développe une, elle va aider les autres. Donc en fait, c'est garder un esprit discipliné, structuré, et en fait, et quand on en délaisse une, en fait, elle va avoir un effet délétère sur les autres aussi. Et finalement, donc c'est un petit côté très que certains appellent un peu militaire. De discipline, structuration, etc. Mais plus ça va et plus je me rends compte qu'il y a vraiment un équilibre qu'on peut avoir entre la structure, la discipline et aussi le lâcher-prise, l'agilité, la résilience et une fois de plus, ta structure, ta discipline, tu la vivras différemment si c'est toi qui te l'imposes ou si on te l'impose. Oui. En fait. Exactement. Quand je pars avec mon sac à dos de rando, ça va me poser aucun problème de me lever 15 jours d'affilée à 5h30 pour pouvoir partir tôt et éviter d'être trop exposé à la chaleur, alors que les semaines où je suis fatiguée, peut-être que de me lever 3 jours d'affilée à 7h du matin parce qu'on m'attend à telle heure au travail, je vais le vivre de façon bien moins souple. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, merci Damien pour la citation. Il dit Charles Baudelaire a dit ne méprisez la sensibilité de personne. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Et tout à fait. En fait, ça me fait. Ce que tu dis, Anaïs, ça me fait vraiment penser aussi. Parfois, on a l'impression de s'imposer soi-même une discipline, oui. Alors qu'en fait, on se l'impose sur des croyances. Oui. En fait, qui ne sont pas les nôtres. Et pour le coup, je parle vraiment en connaissance de cause, puisque pendant des années, je me suis imposé des comportements et des disciplines, mais qui en réalité étaient celles de ma maman, que j'adorais, mais à laquelle j'avais très envie de ressembler. Et en fait, non, c'est pas moi.
Et ça m'épuisait autant que si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit clairement fais ci ou fais ça. Mais voilà, ça fait partie de la connaissance de soi. Donc, écoute, je vois que tu cherches une prise désespérément pour ton Ouais, téléphone. ça va pas tarder. Voilà. Alors, il est 13h31, donc on va mettre un terme à ce webinaire. Merci beaucoup aux participants. Le replay sera dispo bientôt et merci beaucoup Anaïs. C'était très Merci à intéressant. toi, Lilia. À très vite à tout le monde. Puis n'hésitez surtout pas, à revenir vers nous avec vos questions. À bientôt. Bonne journée. À bientôt.